Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine et on a terminé le week-end avec une attaque baissière sur BTC qui a entraîné les altcoins. Et oui, en ce moment, dimanche mène un peu la danse, que ce soit à travers des tweets comme par exemple Donald Trump, ou des attaques baissières en prévision peut-être d'une chute du Nasdaq et du S&P 500. Et oui, rappelons que durant le week-end, les actifs et les indices classiques sont fermés, BTC ne l'est pas, les altcoins ne le sont pas non plus, donc globalement il y a tout un intérêt à soit diminuer son exposition, soit anticiper une potentielle chute que l'on pourra avoir au niveau du Nasdaq. Parce que oui, il y a toujours la guerre tarifaire, il y a toujours un impact très fort au niveau de Donald Trump, et forcément ça joue beaucoup sur le marché. Beaucoup, voire même certains diront beaucoup trop, et je suis d'accord. L'inclinaison qu'a Donald Trump pour la guerre économique commence à peser lourd, très très lourd. Alors sur BTC, on a chuté, on va revenir dessus dans quelques instants. On a maintenu quand même le niveau clé qui se trouvait ici dans les alentours des 78 252 $, mais on a cassé ici ce plus bas là, ça a un certain nombre de significations. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. En attendant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a encore laissé un gap CME. Ce gap CME va certainement être comblé, et au moment où il va être comblé, c'est ce qui va déterminer pas mal de choses pour moi. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on a des gaps CME de ce style-là, ça sous-entend que lorsqu'il n'y a pas de cotation sur le CME, donc c'est-à-dire le Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, qui est fermé le week-end, ça veut dire qu'on a des mouvements de marché le week-end. C'est ce que je vous ai expliqué en introduction de cette vidéo, c'est que ce sont des mouvements majoritairement soit du retail, soit de l'anticipation sur l'ouverture du marché traditionnel. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les différentes analyses que l'on retrouve petit à petit, un peu partout, on va avoir que la chute aux 80 000 $, c'est à peu près 70% des vendeurs qui proviennent des investisseurs qui ont acheté dans les 3 derniers mois. Donc globalement, ceux qui vont acheter le top, là on a un peu cette purge, et cette purge me rappelle grandement celle que l'on avait eu, il fut un temps, si on dézoome et on dézoome et on dézoome, un petit peu de la même façon, on avait eu une très grosse purge qui avait eu lieu sur ce top-là, hein, d'accord. Beaucoup de personnes étaient rentrées ici, et on avait commencé à avoir toute la purge sur cette partie-là, et c'est un petit peu la même temporalité qu'on est en train de retrouver. Alors j'espère pas qu'on va être bloqué pendant des mois et des mois, toujours sur ce même range, et qu'on va réavoir une accélération, ou en tout cas une consolidation avant d'avoir une réaccélération, mais qu'on n'ait pas la même temporalité, que ce soit quelque chose qui soit un petit peu plus rapide. Néanmoins, on est quand même sur un BTC avec toujours un hash rate qui continue à monter, donc ça veut dire que c'est la difficulté du réseau de Bitcoin. Après, ça a plusieurs implications. La première, pour moi, ça va être que le prix de production de Bitcoin continue à monter. Et oui, le hash rate, plus c'est difficile, plus c'est compliqué d'avoir un BTC, donc à ce moment-là, plus le prix de production augmente. Et plus on se dirige vers un prix de production qui est élevé, plus ça sous-entend à un moment donné que l'industrie a besoin que BTC continue à monter, donc ça sous-entend aussi qu'il y aura des actions liées par les mineurs, que ce soit à travers une diminution du nombre de ventes qui sont effectuées, que ce soit à travers potentiellement du lobbying, parce qu'on n'oublie pas que c'est une industrie qui est très importante et qui prend de plus en plus de place, notamment aux USA, et que le dernier prix de production qu'on avait, notamment sur des grosses sociétés de minage, ont été dans les alentours de 64 000, 65, 66 000, et ça c'était pour 2024. Alors est-ce que c'est toujours le même prix? Je pense qu'on est un petit peu plus haut, on doit être dans les alentours de 69, parce que déjà 2024, il y avait eu le halving, donc il y avait toute une partie de l'année qui avait ici été touchée par le fait qu'on n'était pas encore avec le nouveau halving, avec la nouvelle mise en place, un tiers de l'année, hein. On rappelle que le halving a eu lieu en avril, donc forcément, il y a tout le début d'année où on avait plus de rentabilité, et je pense que là, on doit être plus dans les alentours de 70 000, même si le parc de mineurs a diminué. Tout ça pour vous dire qu'il y a des niveaux de prix qui sont compliqués à passer en dessous pour tout simplement toute l'industrie qui se tourne au niveau du minage. Et tant qu'on n'a pas d'inflexion au niveau de la difficulté, pour moi on est dans la bonne direction. Il va falloir surveiller de toute façon ça comme étant un soft indicator, donc c'est-à-dire un indicateur qui nous donne des tendances un petit peu retardées, mais qui nous indique vraiment si on a un changement de tonalité. Et on a même des bonnes nouvelles, Michael Saylor qui propose à la Maison Blanche un plan pour acheter 81 000 milliards de dollars de Bitcoin pour s'approprier l'avenir. On parle de 25% de la supply d'ici 2035, donc bon, il y a le temps.
Et pour arriver à ce prix-là, il faudrait que BTC soit à 15 millions de dollars. Donc vous imaginez bien la valorisation qu'il y aura derrière. Mais ça ne veut rien dire, encore une fois, parce que Michael Saylor avait déjà proposé des plans identiques à droite, à gauche, et n'avait pas réussi à convaincre. Qui dit qu'il arrivera à convaincre justement la Maison Blanche, surtout qu'il parle d'acheter un BTC par jour. Alors oui, c'est bien, mais la problématique c'est que on rappelle que Donald Trump a défini lors de la création de la réserve stratégique qu'il n'y aurait pas d'impact pour le contribuable américain, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'achat avec des frais et des fonds américains. Alors peut-être ça se fera avec le fonds souverain, est-ce que ça se fera à travers des stratégies delta neutres? Michael Saylor avait dit qu'il en connaissait déjà un paquet. Principe d'un delta neutre, c'est-à-dire qu'on reste avec une exposition moyenne, voire nulle au niveau du marché, et on récupère en fait l'écart. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait un écart d'arbitrage, soit on fait à travers des funding rates, soit on le fait à travers des rendements sur différents autres actifs. Bref, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, mais ça aura forcément un impact sur BTC, parce que si on a la mise en place de delta neutre, ça sous-entend aussi qu'on n'a pas d'injection de liquidité, et à contrario, on va se retrouver avec beaucoup de liquidité sur le marché, qui ne sera pas une liquidité pour faire pousser le marché. Et pour continuer sur ces nouvelles-là, on va voir Utah qui va être, enfin le Sénat de l'Utah qui passe justement la loi sur Bitcoin, et le but étant de créer une réserve nationale pour l'Utah. Donc c'est un petit peu ce qui se passe un petit peu partout sur les différents États fédéraux. On a ces différentes directives qui essaient de proposer et de faire passer une réserve étatique sur BTC. Bon, on voit que ça avance petit à petit, mais c'est quand même très très long. Il y en a beaucoup qui sont en attente de validation, et on voit bien que ça va prendre du temps. Sur les 31 qui étaient en cours, il y en a encore 25 qui n'ont pas été annulés ou refusés, donc on va être patient et on va voir ce qui va se passer. Combien d'États vont accepter? Quel va être le déversement dans BTC? Est-ce que ça a changé quelque chose? Pour moi, il faut pas se faire de gros espoirs actuellement, on l'a déjà bien vu. Par contre, ce qui va impacter le marché, c'est toujours la même chose, c'est la finance traditionnelle en ce moment, et notamment la macroéconomie. Alors au niveau des chiffres, on a le rapport Jolt qui tombe mardi, qui aura forcément un impact. On va voir l'IPC annuel sur février qui va être intéressant, l'IPC Core qui va tomber aussi. Pareil, ça va être des éléments qui vont être importants sur cette semaine, mais ça va être pas le plus important. Le plus important, ça va être l'ouverture d'aujourd'hui, l'ouverture de 14h30 sur le S&P 500 et le Nasdaq. On rappelle qu'on a toujours une guerre économique très très importante des USA et le reste du monde, avec toujours un risque d'un choc inflationniste. On a parlé au niveau de la Fed, que la Fed ne voulait pas baisser ses taux parce qu'ils avaient peur justement de l'augmentation de l'inflation suite à la politique économique de Trump, donc forcément ça aura un impact très fort. Est-ce qu'on va tenir les niveaux clés? Les niveaux clés, pour rappel, sont ici tenir le 0,5 et idéalement ne pas casser la zone des 19 000 et arriver à clôturer au-dessus des 0,5, donc au-dessus des 19 700, ce sera très positif. Ça veut dire que certainement on aura terminé cette correction pour repartir sur une réaccélération. Alors pour rappel, la guerre économique, c'est un impact, oui, sur les marchés, mais à un moment donné, il y aura un pricing qui sera fait sur ça, et donc ça sous-entend que le marché n'aime pas l'incertitude, n'aime pas quelque chose qui n'est pas prévu. Là, à partir du moment où c'est pricé, où ça commence à être rentré dans les cours, à ce moment on repartira sur une réaccélération haussière qui sera peut-être un petit peu plus lente, mais en l'occurrence qui absorbera les différentes nouvelles et imprévisibilités que l'on retrouvera au niveau de Donald Trump. Sur le S&P 500, la clôture weekly que l'on avait eue n'était pas vraiment exceptionnelle, on avait maintenu des niveaux clés, oui, on avait fait un rebond, oui, mais ce n'était pas suffisant. On voit bien que le fait d'avoir clôturé en dessous de cette bougie-là entraîne le fait qu'on risque d'aller chercher ici en dessous, donc aller retourner sous les 5700 points, et on va voir l'impact que ça aura sur le BTC, parce que forcément ça va jouer. Alors là-dessus, avant d'entamer l'analyse BTC, je voulais vous faire une petite devinette, enfin, pas une petite devinette, mais en tout cas, vous demander votre avis. Par exemple, si vous avez ce graphique-là, ne regardez pas trop en haut à gauche ce que c'est, mais voilà. Si jamais vous avez ce graphique-là, est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous le vendez? C'est très important de faire cette analyse-là, de casser ces biais. Est-ce qu'ils sont bullish, bearish, et qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre tête? Alors, si vous avez répondu en commentaire, c'est parfait. Là, c'est BTC, c'est Bitcoin, que j'ai inversé au niveau de la charte. Et c'est toujours important d'avoir cette vision-là. Est-ce que on est dans une notion bullish, c'est-à-dire est-ce que là on voit une réaction haussière, est-ce qu'on voit une réaction baissière, et comment on se comporte par rapport à ce cours-là?
Je dois vous avouer que j'ai fait faire un petit peu le test au niveau de plusieurs personnes que je connais pour pouvoir voir un petit peu leur réaction. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à vendre ici ce type de marché-là. Par contre, on voit qu'on a des zones de retest à aller faire, et ces zones de retest, bon, ils sont au-dessus de 76 000, donc sous-entendu, étant donné qu'on est en inversé, 76 à 72 000, qui représentent cette partie haute. Alors, c'est important parce que du coup, ça sous-entend que quand on réfléchit comme ça, on attend d'avoir ici une continuité haussière pour avoir une continuité baissière. Et si on le retranspose chez nous, bah, ça sous-entend principalement qu'à un moment donné, on va aller chercher un petit peu plus bas pour aller chercher le liquidité ici et le gap CME qui sont en attente. Donc aller casser les 78 000 pour aller chercher peut-être les 74, voire même un petit peu plus bas, vraiment combler ce gap CME qu'on a laissé derrière. Aller chercher toute la liquidité qui est en attente au niveau de 78 000, on voit qu'on est vraiment proche, on voit qu'on a recréé de la liquidité au niveau de 80 000. Maintenant, la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on y va tout de suite sur l'impulsion baissière qu'on a commencé à avoir? Est-ce qu'on attend l'ouverture du marché américain? Et est-ce qu'entre-temps, on va aller combler le gap CME qu'on a ouvert? Là, c'est très important. Généralement, quand on a un gap CME aussi proche et aussi court, on a tendance à le combler très vite. Si c'est le cas, ça sous-entend qu'en effet, on aura une baisse très forte et certainement, on va devoir tenir les niveaux de 74 000 qui sera ce top-là avec ici peut-être une chasse sur cette imbalance. Donc aller chercher ça pour repartir, ce serait pour moi le meilleur scénario à jouer là. Sinon, l'autre scénario qui serait encore mieux pour moi serait d'aller chercher le gap CME avant, laisser ce gap CME là, créer une impulsion haussière et donc aller liquider après tous les shorts parce qu'on a beaucoup de shorts qui sont ici. Même si on commence à avoir un petit shift avec quelques longs qui se positionnent ici et ici en termes de funding rate, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit avoir un swipe. Laisser autant de liquidité ici et un gap aussi important fait qu'on laisse trop de liquidité derrière. Et donc forcément, il y a un risque d'avoir un retournement. La meilleure situation qu'on puisse avoir, c'est vraiment en fait une mèche puissante, liquider puis repartir. Dans tous les cas, là, on est en train de se battre contre la macroéconomie. Et la peur que ça engendre. Forcément, il y a beaucoup de peur. On voit que il y a une capitulation de toutes les personnes qui ont acheté ici. Plus de 70% des ventes sont des personnes qui avaient acheté en cette période-là. Donc on a vraiment ce momentum de peur très très fort qui est vraiment très présent. Et quand on a beaucoup trop de peur, c'est pas forcément là où on va aller s'enfoncer encore plus. C'est plutôt là où justement on va restructurer peut-être un bottom. Pour ça, il va falloir avoir des réactions puissantes. Et là, on ne les a pas. Ce qu'il nous faut, c'est laisser de côté la frustration par rapport aux attentes, par rapport à Donald Trump sur la crypto-monnaie, et laisser aussi la partie macroéconomie se dérouler et respirer. Et pour moi, là-dessus, ce que l'on va attendre, ça va être une réaction haussière suite à une prise de liquidité. Cette prise de liquidité en bas pourrait justement être ça. Par contre, il faut impérativement avoir prise de liquidité, réaction haussière avec deux grosses bougies pour repartir à la hausse. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça sous-entend que on va certainement respirer encore à la baisse avec un retest, comme on l'a dit, de niveau un petit peu plus bas par rapport à l'inversion qu'on avait donnée, c'est-à-dire retester ici les alentours des 74 000, voire peut-être un petit peu plus bas, les alentours des 69 000, et oui, le précédent ATH du cycle précédent, qui vont jouer forcément comme étant des gros supports. Et là, on aura certainement aussi la mise en place d'un gros range où on risque de traîner pendant quelques semaines, quelques mois, en attendant d'avoir un redépart. Par contre, il faut impérativement qu'on ait du volume et de la volatilité suite à la prise de liquidité de la partie basse. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça veut dire qu'on ira chercher plus bas et plus fort. Par contre, si on a un gros retour de volatilité, ce sera vraiment très positif pour la suite. Ça veut dire qu'en effet, on a vraiment fait une purge. Et ensuite on repart, et peut-être qu'on aura une temporalité qui sera un petit peu différente. Ce sera tout pour la quotidienne, et pour les altcoins, on le voit à 18 h. Je fais une revue d'altcoins, et en attendant, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous.